personnes peuvent contester le résultat des élections si ces personnes ont été exclues de leur droit de vote, de l'exercice de leur droit de vote. Mais aussi, parce que, vous savez, vous pouvez gagner une élection présidentielle par une voix, simplement. Alors, si cette voix-là avait été exclue, à ce moment-là, on aurait pu favoriser un candidat par rapport à l'autre. Ce n'aurait été pas normal. Donc, c'est pour ça qu'il fallait nécessairement réviser le fichier électoral. Et puis ensuite, comme si cela ne suffisait pas, non seulement la guerre à l'Est a été un véritable, je répète encore une fois, un véritable désastre. Vous ne pouvez pas savoir. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a maintenant, le problème continue à l'Est, surtout avec l'ADN. Et en même temps, l'effondrement des cours des matières premières. N'oubliez pas, jusqu'à présent, surtout on peut dire tout ce qu'on veut. On aurait pu mettre l'argent de côté depuis 5 ans. Où le gouvernement actuel aurait dû diversifier l'économie et tout. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas aussi simple que cela. Pour diversifier notre économie, notamment en ce qui concerne aussi le plan agricole, par exemple, il faut avoir des infrastructures. Dans l'état dans lequel nous avons trouvé ce pays en matière d'infrastructures, mais c'est incroyable. Le pays était complètement enclavé, non seulement par rapport à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de notre pays. Il fallait trouver le moyen conséquent. L'accord chinois que nous avons signé, d'ailleurs, qu'on a appelé l'accord du siècle, c'est justement pour connaître des infrastructures. Pour diversifier l'économie, il y a aussi des conditions à remplir. Et tout ça, il faut dire. Mais et c'est pour ça que notre économie était presque extravertie, on vivait de l'exportation de nos matières premières. Mais lorsque le cours de ces matières premières s'effondre, c'est terminé. Alors, vous avez vu, on a dû cette fois-ci, au Parlement, adopter un collectif budgétaire. Parce que le budget que nous avons prévu l'année dernière ne correspond plus aux réalités. Donc ça montre qu'il y a aussi la crise financière s'est aggravée dans notre pays. Par conséquent, on ne peut pas disposer de moyens suffisants pour le problème des élections. Tout ça pris ensemble, et non seulement ça, mais il y a aussi l'attitude même de l'opposition, qui effectivement a rejeté le premier calendrier qui a été publié par la CENI. Et comme si ça ne se disait pas non plus, le deuxième calendrier global publié par la CENI a été contesté à la fois par l'opposition et par la communauté internationale. Et si on a tenu compte du deuxième calendrier global qui a été publié, je pense que la question des dates n'allait pas se poser si on avait la possibilité de générer des ressources financières qui nous auraient permis d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Donc oui, à l'impossible de notre. Et par conséquent, et là, je crois que s'il y avait une faute qui a été commise, on pourrait encore comprendre, mais encore que, même ces dates-là, on peut aujourd'hui fétichiser. Ces dates n'étaient pas assorties, donc la non-observation de ces dates, pour autant que cette non-observation eût été délibérée, elle n'était pas sanctionnée par une conséquence quelconque. Donc ici, non seulement ça n'a pas été délibéré, mais en plus de ça, les circonstances n'ont pas permis à ce qu'on respectât ces dates. Par conséquent, il ne faut pas en faire une véritable campagne, d'autant plus que c'est tout simplement une simple manière de différer les élections pour que les conditions raisonnables soient remplies, pour que les bonnes élections aient lieu, que le souverain primaire puisse se prononcer de manière correcte. C'est tout simplement ça. Par conséquent, franchement, il ne faut pas, je le répète, tromper l'opinion pour l'instant. Et c'est parce que nous trouvons face à cette difficulté-là que nous voulons nous retourner. L'opposition vous rend responsable, vous faites... Non, je viens d'expliquer. Non, je viens de vous expliquer les raisons pour lesquelles les délais constitutionnels ne peuvent pas être respectés. Ce n'est pas de la responsabilité. Enfin, la responsabilité totale du gouvernement. J'ai toujours dit. Dit-on au sein de l'opposition. Gouverner, c'est prévoir, du coup, comme dans le langage communément accepté. Gouverner, c'est prévoir. Mais tout n'est pas prévisible. Hein? Aujourd'hui, les conséquences de l'effondrement des coûts de matières premières, mais elles ne se posent pas uniquement en République démocratique du Congo. Je crois que tous les pays du monde entier ont dû revoir leurs calculs en fonction de cela. L'effondrement des coûts de matières premières, c'est pas seulement uniquement dans notre pays. Vous voyez aujourd'hui, même dans les pays pétroliers et tout et tout. Quand le coût du baril est aujourd'hui à moitié prix par rapport, c'était à peu près $110 le baril.
Aujourd'hui, c'est à peine 40 dollars. Vous comprenez que là, ça pose énormément de problèmes, surtout pour nous, et qui sommes dans une économie plus ou moins extravertie. Donc ça pose énormément de problèmes. Donc ce n'est pas... au fait, c'est rendre le gouvernement responsable de l'effondrement des coûts des matières premières. C'est ce qu'on veut dire. C'est quand même incroyable. Donc ça, ce n'est pas possible. Et c'est pour cette raison que... on ne peut pas raisonner ici en termes de responsabilité, mais en termes de faits concrets. Oui, parce que l'opposition demande de dégager les responsabilités. Non, je vous dis, c'est des situations que nous n'avons pas prévues. Personne n'aurait prévu qu'il y aurait le M23. Aujourd'hui, regardez ce qui vient de se passer dernièrement. C'est que la découverte qu'on a faite dernièrement à l'Est par rapport à l'ADF Nano. Et on a constaté qu'effectivement, ces gens avaient des abris souterrains. Donc c'est une véritable armée et qui est actuellement en train d'opérer dans les forêts des Litouris. C'est quand même terrible. Donc là, si vous ne disposez pas de moyens conséquents pour lutter contre ces genres des groupes armés, mais à ce moment-là, c'est fini. En ce moment, on ne va pas dire qu'on va faire des économies nécessairement pour organiser des élections et minimiser la sécurité de nos frontières, l'intégrité de notre territoire et en même temps la vie de nos populations. Il faut d'abord aussi, c'est même pas rester de conservation, c'est la priorité des priorités. Bon, mais indépendamment de ça, je veux dire, même s'il n'y avait pas cette affaire de l'Est, je veux dire, la question financière était un gros problème dans notre pays. Le budget électoral était un véritable problème. Donc, par conséquent, il faudrait qu'on soit autour de la table, qu'on règle toutes ces questions-là, qu'on trouve un accord politique pour faire en sorte que, dorénavant, nous puissions prendre toutes les dispositions pour que nous ne nous retrouvions pas dans la situation à laquelle nous sommes confrontés. Alors, vous souhaitez vivement que les Congolais se retrouvent autour de la table. Sur quoi, pour l'essentiel, M. Léonard Chéo Kitundou, ont débouché les travaux du comité préparatoire? Alors, le comité préparatoire, c'est justement pour préparer la tenue du dialogue proprement dit, qui a pour objectif, effectivement, de préparer les élections. Cette fois-ci, les bonnes élections. Quelles ont été les conclusions, et là, les résultats auxquels vous avez abouti? On a d'abord arrêté le principe conducteur pour la tenue de ce dialogue et la manière d'abord dont ce dialogue va être structuré. Il y a 4 organes principaux, l'Assemblée plénière, les commissions thématiques, et ensuite le bureau même de l'Assemblée plénière, donc du dialogue. Et ce bureau, c'est à peu près l'idée que nous avons retenue quand nous étions dans le pré-dialogue avec le DPS. Nous avons voulu qu'on s'approprie, si vous voulez, ce forum. Ce sont les Congolais qui se parlent entre eux. Donc la direction de ce forum doit être assumée par les Congolais eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a prévu la co-modération. Donc dans le bureau, il y aura un représentant de l'opposition et un représentant de la majorité qui vont diriger le bureau et en même temps l'Assemblée plénière. Mais à ce moment-là, il devient quoi le facilitateur international? Le facilitateur est le superviseur. Ah. Il est effectivement l'animateur principal du forum, mais il est le superviseur. C'est-à-dire, lui n'intervient que quand il y a un problème. Mais il surveille de très près. Et il veille aussi au bon déroulement, on reviendra après parce que c'est le 4e organe. Donc il y a l'Assemblée plénière, il y a les commissions thématiques, il y a le bureau qui sera dirigé par une co-modération, un représentant de l'opposition, un représentant de la majorité, et le délégué de la société civile va officier en tant que rapporteur. Et puis vient après, effectivement, le facilitateur. Le facilitateur, lui, il est le superviseur de tout le processus. Donc il regarde et intervient quand il y a un problème, et pour que les choses se passent normalement, dans les règles de l'art. C'est là le rôle du facilitateur. Et puis après, on a déterminé le nombre de participants. Combien y aura-t-il? Bon, un quota de 68 délégués pour la majorité, 68 pour l'opposition, 39 pour la société civile, et puis on a donné quand même... Équilibre entre la majorité et l'opposition. Oui, ça franchement, on a voulu cela. Justement, c'est pour ça qu'on est sorti du cadre parlementaire. Nous avons discuté, nous discutons actuellement dans un cadre extra-parlementaire,
pour que l'opposition ne se sente pas en position de faiblesse ou en situation de déséquilibre par rapport à la majorité au pouvoir. C'est pour cette raison-là. Et d'ailleurs, il y a eu quelques problèmes avec la société civile, parce que la société civile s'est sentie un peu diminuée. Parce que on n'a pas voulu que la société civile participe pas à la co-modération. Nous l'avons dit non, pas du tout. C'est une discussion. Les discussions se déroulent principalement entre politiques. La société civile, effectivement, n'est pas considérée une quantité négligeable. Elle participe au débat. Et puis, le mode de prise de décision, c'est le consensus. Par conséquent, la société civile est associée aux délibérations. Mais, et puis, elle est au bureau. Et puis, le bureau siège collégialement, parce que c'est le consensus. Et par conséquent, il fallait quand même qu'il y ait un rapporteur parmi les parties prenantes. Donc, le rapporteur sera assumé. La charge du rapporteur sera assumée par la société civile. Donc voilà, ça c'est cela. Et puis, on a laissé aux facilitateurs de concerts, en discutant des concerts avec la co-modération, même les responsables de la société civile, pour la désignation des 25 personnalités qui sont considérées comme des personnalités historiques. Il y a beaucoup de gens ici dans notre pays qui ont exercé des hautes fonctions dans le pays. Choisi par qui? Par le facilitateur, mais en concertation avec les représentants de l'opposition et de la majorité. Parce que ces gens peuvent apporter leur expérience et même leur sagesse dans la conduite des débats et même dans les délibérations. C'est pour ça qu'on a voulu les inviter, non pas comme partie prenante au sens strict du terme, mais des personnalités qui sont invitées pour contribuer à la bonne fin de ces discussions. Alors, et voilà, donc c'est ce que nous avons retenu. Et puis, par rapport au lieu, le dialogue va se tenir à Kinshasa, dans un lieu qui sera déterminé, de commun accord. Dit-on astreindre la sécurité inviolable? Oui, tout à fait. Pourquoi? Ça signifie quoi ça? Non, c'est pour garantir la sérénité des débats. C'est-à-dire, nous ne voulons pas que les gens qui ne sont pas concernés par ces dialogues puissent avoir accès dans les sites. C'est pour la sérénité des débats, c'est uniquement ça. Vous avez pensé au palais du peuple? Non? Oui, bon, là, on a envisagé toutes ces hypothèses-là. Il y a beaucoup de sites qui ont été proposés, mais il faudrait que nous trouvions un consensus. Nous ne voulions pas qu'une partie prenante se sente mal à l'aise dans les cas de ces discussions par rapport au site qui sera choisi. Donc, le site qui sera choisi le sera consensuellement entre les parties prenantes et le facilitateur. Mais je crois qu'on saura d'ici très peu quel site sera choisi par les personnes qui sont actuellement au travail dans un petit comité. Ouais. La durée des travaux? Alors, le forum ne va pas durer plus de 15 jours. Donc 15 jours, c'est le maximum. Bon, encore que... Les dialogues contenus dans 15 jours? Dans 15 jours. Mais on a... C'est raisonnable? On a envisagé... Quand on sait que les Congolais, quand ils commencent à se parler entre eux... les expériences du passé, la CNS a duré combien de temps? Regardez, les travaux préparatoires étaient prévus pour une semaine. Oui. Avec la prolongation, avec la possibilité d'une prolongation raisonnable. Mais malgré ça, vous avez vu, en 4 jours, les travaux étaient clôturés. Ça montre qu'effectivement, c'est pour ça que nous disons, quand les Congolais sont entre eux, tout ce que vous entendez là, c'est parce que bon, c'est à l'extérieur, tout. Mais quand on est dans un échange, c'est un peu un exercice du donner et du recevoir, quand vous discutez. Parce que vous avez beau être dans l'opposition, vous pouvez avoir de bonnes idées qui peuvent être constructives. C'est pour cette raison qu'en discutant, on arrive à planir les divergences et à trouver un consensus. C'est l'exemple que nous venons de donner. Le facilitateur a joué un rôle fondamental. Mais je peux vous dire que pour l'ensemble, lui-même a été agréablement surpris de la sérénité des débats, de la cordialité qu'il a remarqué, de la collaboration qu'il y a eu entre majorité et opposition pour trouver un consensus dans ce qui aura pu être considéré comme une divergence. Donc vous voyez que les travaux ont été terminés et la feuille de route a été adoptée et signée par les 3 parties prenantes plus le facilitateur. Quels sont les détails de cette feuille de route? Mais c'est ce que je vous dis tout à l'heure. D'abord, on a fixé les principes conducteurs, on a fixé les organes qui vont
être opérationnel lors de débats. Et ensuite, on a déterminé le nombre de participants. On a adopté le consensus comme mode de prise de décision. Et puis, on a fixé l'ordre du jour. Ça, c'est important. J'ai oublié, non seulement, effectivement, le dialogue a pour but principal l'organisation des élections, mais à travers l'organisation des élections, on voulait à tout prix inviter aussi la CENI pour venir nous donner l'état des lieux du processus électoral actuellement, une évaluation générale. Après ça, il fallait qu'on sache actuellement à quelle étape se trouve le processus de révision du fichier électoral. Et ensuite, il fallait prévoir la séquence des élections. Et lorsqu'on se sera mis d'accord sur la séquence les séquences des élections, alors en ce moment-là, la CENI va se fonder sur ce qui aura été retenu pour élaborer cette fois-ci un projet de calendrier, mais qui trouve l'assentiment des parties prenantes. Et puis oui, la question de la sécurisation des élections, le code de bonne conduite lors de ce forum, et enfin, tout ça pour aboutir... La parole sera libre. Effectivement. Là, effectivement... Comme l'a été au travaux du comité préparatoire. Une immunité, effectivement, qui est prévue pour tous ceux qui vont s'exprimer. C'est-à-dire que personne ne pourra être sanctionné pour une prise de parole, ce qu'il aura dit pendant le dialogue. Et puis, mais tout ça aussi, justement, c'est pour aboutir à un accord politique. Donc, il est prévu l'adoption d'un accord politique à l'issue de ces dialogues concernant l'organisation des élections et la manière dont le pays va évoluer en attendant l'organisation des élections. Une question sur justement l'accord politique dont vous parlez. Mais auparavant, vous estimez, M. Léonard Chio Kitundou, que l'ordre du jour adopté est exhaustif? Bon, là, vous savez, nous avons prévu une clause. Effectivement, la question que vous posez est importante. On a prévu une clause parce que la feuille de route que vous venez de voir là, au fait, les comités préparatoires l'ont adopté à l'unanimité, mais ça reste un projet à soumettre à l'Assemblée plénière du dialogue. Et cette Assemblée a la possibilité d'amender la feuille de route. Donc on a prévu cette possibilité. Donc voilà. En incluant quoi Mais non, notamment parce que l'Assemblée d'abord sera représentative de toutes les forces, de toutes les parties prenantes. En élaguant quoi, éventuellement? Non, mais ça c'est l'Assemblée plénière qui va le décider. Si la configuration de l'Assemblée plénière estime qu'il y a quelque chose qu'il faut mentionner dans l'ordre du jour, ben, elle pourra le faire. Donc parce qu'effectivement, vous avez qu'il y a une bonne partie des délégués qui n'ont pas... Parce que au comité préparatoire, c'était un nombre restreint des délégués des parties prenantes. Alors maintenant, on va passer d'une quarantaine, d'une cinquantaine de personnes à 200 délégués. Alors là, il y aura peut-être des délégués qui auront quelques suggestions à faire, quelques propositions à soumettre. Alors maintenant, si un consensus se dégage, inévitablement, il y aura quelques ajouts ou quelques modifications de l'ordre du jour qui a été proposé par le comité préparatoire. Mais l'information est juste que la feuille de route est assortie d'un chronogramme. Effectivement, le chronogramme a été prévu. C'est juste parce que le chronogramme, c'est cela. C'est-à-dire que, bon, déjà, pour le comité préparatoire, c'est devenu maintenant une affaire du passé, parce que les travaux sont terminés. On avait prévu 7 jours, mais vous voyez qu'en 4 jours, les travaux étaient terminés. Alors maintenant, pour le dialogue proprement dit, c'est 15 jours. Donc, à partir de à partir du moment où le dialogue commence. Et donc, si c'est... Il y a une date précise qui a été annoncée? Tout à fait, le 1er septembre. Oui. Si on a déterminé le site, si on trouve un consensus sur le site sur lequel le dialogue va se tenir, alors, à partir de ce jour-là, ce sera 15 jours pour la tenue du dialogue. Mais là, encore une fois, il y a une possibilité de prolongation, mais cette prolongation doit être raisonnable, pas une prolongation illimitée. Alors, de l'accord politique dont vous parliez à l'instant, les MLC, qui s'est dit pas concernés par ces dialogues politiques inclusifs, attendaient plutôt, de son point de vue, un dialogue technique, ramène cet accord politique qui est attendu
qui sera issu de ces dialogues politiques un partage du gâteau. Vous dites quoi? Non, partage du gâteau, c'est un peu... Vous lui répondez quoi? Oui, tout à fait. Oui, mais le MLC se trompe. Encore que nous, ce que nous souhaitons, vivement, c'est que le MLC revienne à la raison et participe aux négociations. Et ça, vraiment, je pense que les partisans du MLC qui m'écoutent doivent, à mon avis, comprendre que c'est un appel vibrant que nous leur lançons dans le sens. Nous sommes en train de traverser une période importante pour l'histoire de notre pays. Il ne serait pas logique que le MLC soit absent de ces négociations. Il faut que le MLC participe. Ça, c'est la première chose. D'autre part, il faut nécessairement un accord politique. C'est tout à fait clair. À quoi serviraient les négociations? Alors, c'est pas si c'était le problème, se limitait aux questions techniques, alors il faut laisser la CENI s'occuper, et puis c'est tout, et puis on attendra, en respectant la Constitution. Mais s'il y a nécessité aujourd'hui d'un dialogue politique, c'est pas lié, le mot le dit bien, dialogue politique national inclusif, c'est parce qu'il y a un problème politique qui se pose, et il faut trouver un accord sur le plan politique. Et pour ça, il faut que tous les acteurs politiques concernés se retrouvent autour de la table pour que nous ayons cet accord. Mais maintenant, si le MLC refuse de participer, mais il y a un problème. Non seulement elle va, pour taper en termes vulgaires, rater le train qui a déjà démarré. Vous savez, le train actuellement est en train de démarrer, mais la vitesse de ce train permet encore à certaines personnes qui étaient absentes dans les travaux du comité préparatoire à nous rejoindre. Et c'est pour ça. Donc la question n'est pas uniquement technique, elle est éminemment politique. Et pour ça, les négociations du forum doivent être sanctionnées par un accord politique. Alors, on va aller à la boucle, M. Léonard Chaoki-Toundou. Vous répondez quoi à ces téléspectateurs qui estiment qu'il est plus difficile et fait avec la tenue et les travaux du dialogue, plutôt du comité préparatoire, mais que le plus dur reste à faire avec la tenue effective du dialogue politique lui-même? Bon, parce qu'effectivement, ici, nous avons fait préparer l'ordre du jour. Et ça passe ou ça passe? Oui, tout à fait, parce que pour le comité préparatoire, je ne dirais pas que la tâche était facile, mais il s'agissait simplement de préparer particulièrement l'ordre du jour, les thèmes sur lesquels on va discuter. Donc, le comité préparatoire n'a pas abordé les questions de fond. Alors, c'est justement pour ça. C'est parce que nous avons abordé les questions fondamentales lors de ces discussions qu'effectivement, on croit savoir que bon, ça va être assez compliqué. Mais je suis confiant, optimiste, raisonnablement optimiste. Je suis convaincu que les Congolais vont se dépasser parce qu'il n'y a pas de 36 solutions. Vous voulez faire quoi? Les élections ne peuvent pas être organisées dans les délais constitutionnels. Alors on fait quoi? C'est la guerre qu'on veut? Non, pas du tout. Il faut trouver un accord politique. Il faut voir. Qui va déboucher la réalité. C'est une transition politique. Bon, écoutez, pour l'instant, sur le plan constitutionnel, je crois que on n'a pas parlé de transition. Mais c'est vrai que... Elle est inévitable. Il y aura, si vous voulez, moi, à mon avis, c'est ce que je considère comme une gestion consensuelle. Il faut une gestion consensuelle jusqu'au moment où... avec un gouvernement de large union nationale. Ça pourrait aller dans ce sens-là. Mais moi, je ne vais pas anticiper sur les délibérations du dialogue politique national inclusif qui va se tenir bientôt. Je crois qu'on peut considérer que avant la fin du mois de septembre, on saura quelles sont les options qui seront levées pour traverser cette période qui constitue une espèce d'appréhension dans la population. Pour l'instant, ce qu'il faut d'abord, c'est comment organiser des élections correctes dans notre pays pour que finalement le corps électoral puisse se prononcer de manière à ce que la vérité des urnes soit réellement établie et que les autorités qui sont issues de ces élections bénéficient d'une légitimité qui puisse garantir la stabilité institutionnelle. On va terminer l'émission, M. Léonard Chaoki-Toundou. Qu'est-ce que vous avez encore envie de dire en conclusion? Première chose, ne pas faire croire à la population que les élections peuvent avoir lieu cette année. C'est complètement faux. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, ne pas croire que, vu ce que je viens de dire, que la commission électorale indépendante peut
peut convoquer le corps électoral le 19 septembre, parce que c'est faux, le corps électoral n'est pas déterminé. Donc il n'y a pas encore de corps électoral avant la fin du processus de révision du fichier électoral. Et puis en plus, qu'on ne fasse pas croire à la population que le 20 décembre, ce sera la catastrophe dans notre pays. Il y aura un cataclysme qui est complètement faux. Les choses iront comme nous sommes en train de le vivre maintenant. Il n'y aura pas vacance du pouvoir. La Constitution a tout prévu. L'actuel chef de l'État reste en fonction en attendant l'installation effective du nouvel élu. Voilà. Monsieur Léonard Chéo Kitoundou, je vous remercie d'être passé en plateau de Nouvelles Dames ce soir. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Quand vous voudrez. Merci. Voilà, ok, vous